Nous sommes en route pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse. En 2021, j'ai décidé de racheter la maison de feu ma grand-mère et de m'y installer. Mais c'est une maison qui a 40 ans. C'était aussi l'âge de la plomberie, du circuit électrique, d'à peu près tout en fait. Donc ça a demandé quelques travaux de rénovation. Or, moi, les travaux, j'y connais rien. Mais vous savez qui surfe sur le sujet ? Mon papa. Je vous présente Didier. Il a travaillé pendant des années chez Bata, les magasins de chaussures, une boîte qui n'existe plus aujourd'hui. Son boulot, c'était de gérer la transformation des locaux acquis par l'entreprise pour en faire des magasins. Il devait trouver des entreprises compétentes et rigoureuses, gérer des plannings super serrés sans que personne ne se marche dessus, et négocier les meilleurs prix possibles tout en réalisant l'inspection des locaux ensuite pour vérifier d'éventuelles malfaçons, pour pas se faire taper sur les doigts par les commissions de sécurité. Donc, à qui d'autre aurais-je pu demander de superviser les travaux de ma maison pour être sûr de faire appel aux bonnes entreprises et que tout se passe sans accroc ? Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre attention 2 minutes ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait 8 mois que papa et moi on a bossé dans cette maison. Et quand on a commencé les travaux, je lui ai dit je t'embauche comme maître d'œuvre, quoi, parce que moi je saurais pas gérer et tout. Et ces vieux réflexes de bâtard se sont réveillés, donc il m'a géré le truc, il a tenu la dragée haute à tous les prestataires, il m'a négocié des prix sur les devis des trucs de malin, et donc j'ai mis tout cet argent de côté et je me suis dit, parce qu'en plus il a passé ses journées à m'aider dans la maison, mais vraiment il a passé littéralement ses journées à m'aider dans la maison, et après ça je peux pas juste dire bon merci, hein, voilà. Donc tout l'argent, non, je sais que tu n'as pas fait ça. Il a pas fait pour l'argent. Ça fait depuis que j'ai des projets un peu, disons, originaux, genre tiens je vais tout quitter, je vais me mettre à la photo, tiens je vais me mettre à YouTube, etc. Il m'a toujours suivi il a toujours été derrière moi. Et depuis que je suis sur YouTube, depuis que j'ai la chaîne Astronogeek, j'ai pas mal, disons, de retombées à titre personnel. J'ai fait des trucs que j'aurais pas pensé faire. Et je me suis dit, avec cet argent qu'il m'a fait économiser, il fallait que je lui fasse aussi un petit peu profiter de toutes ces choses que j'ai faites, etc. Et donc, il est temps que je te donne ton cadeau. Ça fait des mois que je bosse dessus. J'étais pas sûr de réussir à l'avoir. Parce que les places sont chères au sens propre comme au figuré. Et donc, voilà. T'as juste une enveloppe ? C'est pas pour qu'il gagne Qu'est-ce que c'est ? C'est une carte d'embarquement. Oui, tu vas faire un tour avec un astronaute. J'ai fait jouer mes relations au CNES. Tu vas aller faire un vol parabolique. Et voilà donc comment on s'est retrouvé à Bâle pour prendre l'avion jusqu'à Bordeaux. Le bouquin que mon papa lit pendant le trajet, c'est celui qu'a écrit Franck Lehaut, médecin et instructeur chez Novespace. Si le vol 0G vous intéresse, c'est une lecture que je vous conseille fortement. Le soir, nous sommes reçus dans une salle de réunion à l'hôtel. En temps normal, il y a une bouffe avec toute l'équipe, mais Covid oblige, on a zappé ce passage-là. Les participants au vol sont répartis en 4 groupes. Il y a Moon, Mars, Jupiter et Saturne. Et comme lors de mon vol en 2017, on était dans le groupe Jupiter, et comme lors de mon vol, je trouve dommage qu'on n'ait pas eu Saturne. Je ne suis pas prévu à bord, à mon grand dam évidemment, mais les participants au vol 0G peuvent avoir des accompagnants qui participent à tout ce qui se fait au sol. Voilà justement Franck qui fait essayer leur combi aux participants. D'ailleurs, je remercie tout le monde de m'avoir autorisé à utiliser leur image dans la vidéo. Ça m'épargne de longues heures de floutage, donc merci les gens. Mais nous, ce qu'on fait avec l'avion, et nous tous ensemble, c'est qu'on se place sur un arc orbital qui est rigoureusement un arc d'ellipse, mais qu'on assimile localement à une parabole. En mathématiques, au 2e degré, on peut l'assimiler à une parabole, mais c'est rigoureusement une ellipse. Donc, quand je donne des conférences dans les salles d'enfants, je leur dis, si vous êtes sages, je vous mets tous en apesanteur avant la fin. Alors souvent je dis, monsieur, vous m'aviez dit... Alors je leur dis, mais écoutez, mettez-vous pieds joints, sautez. Regardez là, je vais garder mon bras raide, je vais pas faire ça.
Et vous voyez, le temps où je saute, le stylo, il décolle un peu, il monte avec moi, il descend avec moi. Le temps où vos pieds ont décollé du plancher, quand vous n'êtes pas assez rapide pour que la résistance de l'air joue un rôle, vous êtes dans le même état d'apesanteur que les astronautes dans l'espace ou que vous demain dans l'avion. Alors ça, c'est Newton. Maintenant, je vous laisse l'intrigue que vous pourrez lire sur la porte d'accès de l'avion demain, sur la porte d'accès de l'avion. Il y a la pensée la plus heureuse d'Einstein. On l'a peint, c'est un autocollant. La gravité n'a qu'une existence relative. Ainsi, pour un observateur qui tombe du toit d'une maison, il n'existe pour lui, le temps de sa chute, aucune gravité. C'est-à-dire que quand vous êtes en apesanteur, il n'y a rien qui vous dit si vous flottez parce qu'il n'y a aucune masse nulle part dans le monde autour de vous, ou c'est parce que vous êtes en chute libre sans que rien ne vous freine dans une trajectoire mais que vous ne voyez pas. Si. Donc là je vais terminer là-dessus parce que sinon... C'est l'exercice de pensée d'Einstein, l'ascenseur, vous connaissez son... Imaginez-vous dans un ascenseur, au milieu de nulle part dans l'univers. Et il n'y a pas de hublot. Vous ne voyez pas ce qu'il y a à côté. Mais la dernière fois que vous êtes monté dans l'ascenseur, il n'y avait rien autour. Il y a un alien que vous ne voyez pas, il prend l'ascenseur par la poignée et il l'accélère. Accélérer, ça veut dire pas juste tirer, donner de l'élan et laisser partir. Il augmente la vitesse en tirant en permanence. Il l'accélère. Donc vous êtes plaqué sur le plancher de l'ascenseur, on est d'accord ? Eh bien, il n'y a rien qui vous permet de savoir est-ce que je suis plaqué sur le plancher de l'ascenseur parce qu'il est posé sur la terre immobile ou parce que je suis dans un mouvement accéléré. On appelle ça le principe d'équivalence qui est un grand mystère de la physique. Et tout ça pour dire, au sens d'Einstein, la gravité n'est pas une force, c'est un phénomène qui courbe l'espace-temps et qui fait que la trajectoire naturelle soumise à aucune force, elle est courbe quand il y a une masse à côté. Je peux pas m'empêcher de constater une certaine récurrence dans le profil des participants. La plupart se sont fait offrir le vol, notamment à leur anniversaire, et une bonne moitié du groupe a déjà tenté des expériences de fanat d'aérospatial. Vol stratosphérique en MiG Fulcrum, initiation au pilotage en jet d'entraînement, voltige aérienne, saut en parachute, ou encore simplement licence de pilotage. Alors si vous voulez bien, on va commencer un tour de table parce que le but de cette rencontre avant le vol, c'est non seulement d'essayer les tenues, mais aussi de se connaître pour demain. On sera tous dans la même équipe en apesanteur. Donc on aime bien faire un petit tour de table pour apprendre à se connaître et pour dire un petit peu quelles sont les motivations qui vous ont amené à venir faire cette expérience. Alors Stéphane, pourquoi est-ce que tu as choisi de venir faire de l'apesanteur ? Par exemple, le mec en noir, là, c'est Stéphane, l'un des pilotes de l'A310 de Novespace. Et à côté, c'est sa femme à qui il a offert une place à bord. Et évidemment, en étant au milieu d'une bande de geeks de l'espace, impossible pour moi d'être anonyme. Entre l'équipe de Novespace qui se rappelle de ma vidéo sur les vols scientifiques et les abonnés à la chaîne, forcément j'allais pas être là incognito. Donc ouais, moi je suis Franck, votre instructeur pour demain. J'ai commencé il y a quelques années, un peu comme vous, à faire des vols touristiques dans d'autres pays, et puis finalement, fort de cette expérience, Thierry et Jean-François m'ont fait confiance et on a tous les deux élaboré le produit en quelque sorte, vol touristique de découverte de l'apesanteur, qui maintenant est mis en œuvre en France depuis 2013. Et donc on a fait, demain nous ferons notre 39e vol public. Et voilà, donc avec Brianna, nous allons vous encadrer demain en apesanteur. Et Franck en plus est médecin et historien de la conquête spatiale, il a écrit notamment des bouquins sur le vol parabolique et avec aussi, Jean-François. Aussi avec Jean-François. Voilà. Là, je dirais que c'est une expérience. C'est pas une expérience violente. Hein. C'est pas comme. Enfin, si on peut dire que c'est violent, c'est pas comme se jeter d'un avion en parachute où il y a vraiment le geste d'y aller à faire, ou pareil pour le saut à l'élastique, ou être secoué très fort dans un avion de voltige, etc. Là, on est assez passif, on est allongé sur un capitonnage. Ben, ma foi, on sent que lors de la phase d'accélération, ça presse un peu sur le thorax pendant 20 secondes. Après, on décolle, on flotte, on pousse des cris de joie dans la cabine. Et puis, on se repose gentiment, doucement, on ne tombe pas brutalement. Et à nouveau, une phase d'accélération, on est pressé. Donc c'est quelque chose, on est comme presque dans un canapé, on flotte et puis on se repose dans le canapé. C'est un enchaînement, il faut vraiment le laisser. Ouais, c'est tranquille. Hein, Ah, et faut qu'on parle d'un truc aussi.
Allez. Et t'as pensé au bilan carbone? Non, pour une raison que Jean-François va vous expliquer. C'est pas des vols qu'on fait pour gagner de l'argent. En fait, c'est des vols qu'on faisait avant à vide, les pilotes pratiquent régulièrement, et maintenant on les remplit avec des personnes qui... C'est une façon de financer la recherche publique par du financement privé. C'est à ça que vous participez. Mais qu'est-ce qui fait le commandant de bord ici? Non, je suis copilote. T'es incognito là ou... Bah, il vole demain avec nous, mais en cabine. Il a voulu... qui vole. Ah, c'est génial, c'est génial. Un vol parabolique, c'est foutrement technique, surtout quand on veut que ce soit bien fait. Donc les pilotes doivent s'entraîner, alors tant qu'à faire, autant financer la recherche avec l'argent de gens qui sont volontaires pour monter à bord. Parce que l'activité principale de Novespace, c'est pas, et de loin, les vols touristiques. L'A310 est un laboratoire volant, comme je vous l'ai présenté dans une série de vieilles vidéos. Tiens, d'ailleurs, Franck, je vais poser une question dont je connais la réponse, mais je la pose pour les autres. Pour les expériences en impesanteur, on a l'ISS. Mais alors du coup, à quoi ça sert les vols 0G? Parce qu'il suffit d'envoyer les expériences dans l'ISS. Alors il suffit, c'est bien là tout le nœud du problème. Parce qu'envoyer une expérience dans l'ISS, c'est long. Ça nécessite, il y a un cahier des charges qui est énorme. Vous concevez une expérience et elle vole plusieurs années plus tard. Ensuite, vous ne manipulez pas vous-même votre expérience, mais c'est un astronaute qui le fait pour vous. Et puis, vous pouvez pas, vous avez peut-être 2-3 cobayes là-haut, si les trois astronautes veulent se prêter à votre expérience, vous n'avez pas un panel de cobayes très important. Et pour étudier un bon nombre de phénomènes qui se passent dans le corps humain en apesanteur, pas tous, hein. Si on veut étudier la décalcification des os, c'est pas dans notre avion qu'on va le faire, c'est des périodes trop courtes. Mais en 22 secondes, il se passe une quantité de choses, bouleversements extraordinaires dans notre corps, depuis des modifications de l'expression de certains gènes, par centaines et par milliers même, modification de la position des fluides dans le corps, on a des illusions sensorielles, on a des modifications dans la réalisation de nos gestes précis, nos gestes fins, etc. Et c'est encore beaucoup de choses. Et ça, on peut les étudier en 22 secondes. Et ça coûte moins cher, le vol parabolique. L'expérimentateur peut lui-même voler. S'il veut, sur une campagne, avoir 6 cobayes, ben, il peut les avoir. Là, c'est la chute. Là, c'est l'effet de la gravité. Demain, les tentes ne tomberont pas dans l'avion. Non, voilà. Donc, pour des phénomènes qui peuvent être étudiés dans l'espace de 22 secondes, l'avion apporte de nombreux avantages. Son coût, la fréquence des vols, le matériel embarqué peut être le matériel qu'utilisent les scientifiques eux-mêmes dans leur laboratoire, et ce matériel peut être volumineux. On voit des tapis de course, des vélos ergonomiques, voilà. Ils peuvent avoir un certain nombre de cobayes. On a récemment fait des Américains sont venus faire des échographies des vaisseaux du cou à l'arrière. Ils étaient à l'arrière de l'avion et ils étaient 4 échographistes et ils avaient chacun 2 cobayes, je pense. Donc il y avait 8 cobayes. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Maintenant, il est sûr que pour certains phénomènes sur la durée, qui nécessitent des semaines, des mois d'apesanteur, il n'y a que l'ISS. Je crois qu'en moyenne, on fait à peu près 4 ou 5 vols de ce type par an. Et, à côté de ça, les vols expérimentaux, c'est en général une moyenne de 6 ou 7 campagnes par an, c'est-à-dire une vingtaine de vols. Une campagne, c'est 3 vols. Bon, 6 campagnes, ça fait 18 vols, 7, ça en fait 21. Voilà, en gros, 20 pour 4. Donc c'est 1/5 de vol grand public pour 20% de vol grand public et 80% de vol expérimental. Et justement, on ne mélange pas les deux. D'abord, il y a un aspect réglementaire, ça je ne le maîtrise pas, vous pourrez poser la question à notre directeur général, mais sur le plan de la réglementation, c'est pas pareil. Donc, déjà. Et puis imaginez que vous ayez la moitié de l'avion qui soit occupée par des expériences scientifiques avec des scientifiques concentrés, etc. Et l'autre moitié de l'avion par des gens qui hurlent, qui crient, qui sautent.
Voilà, donc c'est pas compatible. Le but, c'est pas la même activité. Voilà. Alors, je dirais quand même, pour cafeter, que dans les vols scientifiques, il y a une petite zone de free flight derrière, et quand les mecs ont une pause, ils vont faire des pirouettes. Voilà. Quand vous êtes scientifique et que vous venez voler une fois ou que vous êtes sujet d'expérience, et effectivement, ça démange. Parce que les scientifiques sont normalement fixés au sol sous une lanière afin qu'ils ne décollent pas et qu'ils restent proches de leur expérience. Ça démange un peu de ne pas flotter. Donc on a installé une petite zone de free floating. Récréation. Voilà, hors période Covid, on y accueille 3 scientifiques à la fois. Donc ça fait 3 fois 30, ça fait 90 places pour une parabole en apesanteur à se laisser flotter dans la zone pour chaque vol. Donc ils se relaient et chacun leur tour, ils viennent expérimenter un peu cette sensation. Là, on va avoir un compartiment par équipe. Oui. L'avion, la zone de free floating, alors c'est un avion, imaginez un avion, on enlève tout. Donc il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, dans la partie centrale, il n'y a pas de galet, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de coffre à bagages. Et tout ça, on le capitonne. On obture donc les hublots. Et vous êtes ainsi dans une zone qui fait 100 mètres carrés au sol. Pour une équipe? Non. Non, parce que là, c'est 4 fois plus cher. Non. On divise, on a une zone forcément de 25 mètres carrés au sol par équipe de 10 personnes. 55 mètres cubes. Voilà. Il y a aussi le volume. Il y a le volume, oui. Et les fluides des moteurs, du fait de la pesanteur, ça... Ah, les fluides des moteurs. Ça, c'est un... L'alimentation, ça, bah, il ne faut pas venir dans le cockpit parce que ça sonne de partout. En résumé, non, c'est là. Vous allez, pour faire marcher des moteurs, il y a 2 choses. Il y a 3 choses. Pour de l'air, facile, il y en a partout. Ça. Avant l'essence, enfin avant le kéro, il faut de l'huile, parce que s'il n'y a pas d'huile, ça ne tourne même pas. Donc vous remettre toute l'essence que vous voulez. Donc l'air, on s'en fiche, l'essence, enfin le kérosène et l'huile. Eh bien, l'huile déjà, eh bien, c'est dans des réservoirs, c'est des circuits d'huile, il y a des pompes, ça tourne, etc. Et comme dans n'importe quel véhicule, il y a des capteurs de pression pour dire que la pression d'huile est bonne. Et bien forcément, les capteurs de pression, quand l'huile elle est par ici, que le capteur il est par là, il y a des moments il est dans la bulle, et je dis quelle pression? Moi je vois pas de pression, je gueule. Et donc on allume, engine 1 low pressure, engine 2 low pressure. Mais bon, on sait que c'est temporaire et que dès qu'on va reprendre un petit peu de facteur de charge, l'huile elle s'est pas barrée de toute façon. Personne ne s'est échappé de l'avion, on est tous confinés dans le même truc. À un moment, on est à 0 G, il n'y a pas trop de raison que... Donc dès qu'on va prendre une mesure, hop, il y a tout qui redescend. Et le kéro, et ben le kéro c'est un peu pareil. On a chaque moteur est alimenté par son aile. Dans l'aile, il y a 2 réservoirs principaux. Pour un côté donné, il y a un réservoir principal qui alimente le moteur, et il y a un réservoir externe, un peu plus loin dans l'aile. On garde les réservoirs externes pleins en permanence. Ils contiennent à peu près 3 tonnes de carburant. Donc eux, ils sont toujours pleins. Les pompes, et on met toutes les pompes en marche. Donc il y a 2 pompes du réservoir principal qui envoient le pétrole au moteur. Et puis les 2 pompes là, ils sont en attente. Dès qu'il y a une des 2 pompes là, quand l'avion s'allège, qu'il y a de moins en moins de carburant dans les réservoirs principaux, et bien s'il y en a une qui se désamorce, il y a l'autre, et si les 2 se désamorcent, il y a celles-là qui sont en attente, et 2 réservoirs qui sont pleins. 2 réservoirs qui sont pleins et qui viennent prendre le relais. Et en fait, on s'aperçoit qu'en parabole, comme on est quasiment au ralenti, bon, on n'a jamais vraiment... Bon, les réservoirs externes, là, les 3 tonnes qu'on garde on accepte que ça descende jusqu'à 2 tonnes, ça descend jamais à 2 tonnes. Ça descend à, je sais pas... 2 tonnes 9, voilà, ça reste quasiment plein. Et donc la discussion, prévue pour durer 1 heure, a presque duré le double évidemment. Et après une bonne nuit de sommeil, nous voilà en route pour les locaux de Novespace pour un petit café, suivi du briefing. Tu vas être dans la vidéo. Bon alors, t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Ouais. J'ai pas trop bien dormi. J'ai entendu que t'as dormi comme un loir, c'est pas trop mon cas. Ce soir, tu dormiras bien, tu verras. Ouais, ce qui paraît. Ouais. Ça. Bienvenue à Novespace, une filiale du Centre national d'études spatiales, qui est le nom qu'on donne à l'Agence spatiale française. Et
et à cette activité R0G, qui est une marque créée par Novespace et Avico, dont on va vous parler. Donc, vous faire vivre la vraie apesanteur, c'est pas une simulation. L'avion est mis littéralement sur un arc d'orbite terrestre, mais c'est une orbite dont une partie traverse la Terre, donc on ne peut pas la suivre tout le long. C'est pas une orbite qui est entièrement à l'extérieur de la Terre. Vous allez vivre aussi la vraie gravité lunaire et martienne. On va recréer dans l'avion le champ gravitationnel plus faible qui règne à la surface de la Lune, 1/6, et sur Mars, c'est un peu plus d'1/3 de la gravité terrestre. Vous allez retomber en enfance, vous allez entendre dès la première parabole dans l'avion des cris d'enfants. Waouh, waouh, regarde! Et on est suffisamment nombreux autour de vous et expérimentés pour vous bichonner, et donc ne vous posez aucune question, mais posez-nous des questions si vous en avez. C'est un laboratoire de recherche, cet avion. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une journée porte ouverte d'un laboratoire de recherche particulier, mais dans lequel on a enlevé toutes les expériences. Les expériences, c'est vous-même, mais avec la banane jusqu'aux oreilles. Un grand sourire, vous allez voir. Et sachez qu'il n'y a pas de prix réduit, il n'y a pas de siège gratuit, c'est le même prix pour tous les sièges, que ce soit privatisé, globalement par des sociétés ou acheté individuellement. Et sur chaque billet, à peu près la marge nette bénéficiaire, c'est 1/3, et c'est entièrement reversé aux agences spatiales pour commander plus d'expérience. C'est-à-dire que ces vols, c'est une façon, en quelque sorte, de financer une partie de la recherche publique par des financements privés, qui est l'achat de votre ticket. Ou apesanteur, ça n'est pas l'absence de gravité. Gravité et pesanteur sont deux choses différentes. Gravité, c'est un phénomène décrit par Newton d'attraction des objets très massifs. Au sens d'Einstein, c'est la courbure de l'espace-temps. Bon, bref, c'est un phénomène physique. Pesanteur, c'est la sensation de peser quelque chose. Et cette sensation disparaît. Vous allez perdre la sensation de poids. Et d'ailleurs, quand ça dure, c'est le cas dans l'espace, on va jusqu'à oublier qu'on a un corps. Vous regardez la Terre par le hublot, vous flottez, chouette. Et puis vous avez l'impression de devenir une conscience flottante immatérielle. Puis vous baissez les yeux, ah tiens, j'ai des jambes, j'avais oublié. Bon, mais aujourd'hui, vous allez voir les jambes des autres. Donc. Alors, apesanteur, c'est le fait d'être en pure chute libre. On est en ou apesanteur lorsqu'on tombe sans que rien ne nous freine ou nous arrête. Si vous sautez pieds joints, le temps où vos pieds ont décollé du sol, vous êtes dans le même état d'apesanteur que les astronautes dans l'espace. Sauf que ça dure quelques dizaines de secondes. Alors dans l'espace, ça dure des jours et des jours, mais aujourd'hui, vous allez vivre, cumulé en plusieurs tranches de 23 secondes, environ 5 minutes d'apesanteur. Mais je trouve que le plus fantastique qu'on ait fait, c'est une société allemande qui s'appelle Big City Beats, qui est connue pour organiser des concerts dans des conditions très originales. Ils sont venus nous voir en disant « On aimerait transformer votre avion en boîte de nuit en apesanteur. » Alors mon collègue leur a raccroché au nez, mais ils sont revenus à la charge, et là on a pratiqué l'écoute active. Vous savez, l'écoute généreuse, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? On s'est mis autour d'une table, on a réfléchi à la façon de le faire en respectant toutes les règles de sécurité, et on l'a fait, et c'est absolument dingue. Là on est en palier. On a remplacé la voix du pilote par une voix féminine. Alors ils avaient invité des gagnants de concours, des DJ de renommée mondiale. Là on a vu Steve Aoki. Alors je les avais briefés pour qu'ils pilotent leur platine à l'envers assis au plafond. Là, on a vu W&W. Alors là, c'est le même vol avec Jérémy, un des instructeurs, qui est ici. Il ne va pas voler aujourd'hui, mais il sera au sol. Alors, il n'y a pas les haut-parleurs aujourd'hui. Mais vous pouvez imaginer, vous perdez le contrôle d'orientation de votre corps, la tendance naturelle, c'est de battre la semoule, comme on dit. Essayez de résister à cette tentation. Si vous y arrivez, c'est très fort. Laissez-vous dériver jusqu'à ce que vous attrapiez quelque chose, parce que
Ça se passera très très bien. Pour nous, la raison de votre présence, la raison de notre présence, c'est à la fois de participer évidemment au financement de cette activité, je vous expliquerai comment, mais c'est aussi une façon de relayer cette activité et ce qu'on en fait en fait, hein, l'argent public qu'on utilise pour organiser ces campagnes de vol scientifiques. Vous serez et vous êtes d'ores et déjà des ambassadeurs et des ambassadrices de cette activité. Puisqu'en fait, en participant à cette journée porte ouverte, eh bien, vous allez contribuer à parler de notre programme scientifique. On a vraiment une ambition au CNES, donc de transmission de connaissances et de transmission, on va dire, c'est de la citoyenneté quelque part. Hein. Vous êtes en train d'être aujourd'hui des porte-paroles de cette activité, une sorte de... on doit au public expliquer ce qu'on fait avec les deniers qu'on prélève. Pendant que les participants au vol terminent leur briefing, les accompagnants peuvent visiter l'avion. Ceux qui ont vu mes précédentes vidéos chez Novespace auront peut-être remarqué qu'il a eu droit à un petit coup de peinture. Allez, on se dirige là-bas pour prendre des photos. Ah, tu fais un deuxième vol? J'aimerais bien. Non, t'étais déjà venu. Mais bien sûr. Ouais. Tu veux pas me cacher dans la soute, non? Je me rappelle, on était dans la même zone. On avait fait un vol scientifique par contre. Absolument. Ouais. Bah, j'ai bien l'intention de revenir. Ouais. Hein. Mais aujourd'hui, là, je pouvais pas. Allez, avec le pouce devant. Allez, t'es chaud, t'es motivé là? Ouais, à fond. Ouais. Tu vomis pas, hein? Non, c'est bon. La pilule. Alors, maintenant on va répéter les positions qu'on va avoir en vol. Et la première, la plus importante, c'est à chaque fois que vous sentez que votre corps est pesant, vous êtes allongé sur le dos, immobile, et vous regardez un peu au plafond. Allez-y, faites-le dans n'importe quel sens. Voilà, donc quand on est, à chaque fois que le corps est pesant, on est comme ça, et on ne bouge pas la tête comme vous venez de faire, ni vous non plus. Voilà. Parce que c'est le fait de bouger la tête à ce moment-là qui peut rendre malade. Donc nous commençons par la pesanteur réduite, une martienne et deux lunaires. Et vous voyez, nous avons des pauses là de 5 minutes en bleu. Et ensuite, nous avons des séries de 4 paraboles. Chers passagers Jupiter, vous devez retourner à l'ancienne. Bien évidemment, comme je ne peux pas rester à bord, les images que vous allez voir maintenant sont celles filmées par le vidéaste présent pendant le vol et les GoPros répartis dans l'habitacle. Après le décollage, l'A310 met le cap sur le proche Atlantique. Une fois la phase de décollage terminée, les participants sont libres de quitter leur place assise à l'arrière de l'avion et se rendent dans la zone qui leur a été attribuée. Franck les briefe une dernière fois et environ un quart d'heure plus tard, les festivités peuvent commencer. Ça va être le 0G, c'est notre première expérience de 0G. On y va doucement, on se laisse flotter, on essaye de plus attraper les mains courantes. Pour l'instant, on évite les cabrioles, ne vous asseyez pas tout de suite au plafond, ne faites pas la chauve-souris. C'est promis, on va le faire, mais pas tout de suite. Pour l'instant, restons calmes.
vorstellen, wie toll das ist. C'était vraiment inimaginable. Totalement différent, honnêtement, inqualifiable. Donc très belle surprise, très belle aventure avec mon frère pour ses 40 ans. Donc allez-y, n'hésitez pas. C'était mon anniversaire, et du coup je suis allé avec mon frère. C'est magique, il faut le faire. Moi je suis né avec la conquête de l'espace et c'est extraordinaire. I don't know to explain the feeling. I don't know. It's like I was in water, you know. I don't know. It's hard to explain. You need to do this. You need to do this because it's hard to explain. It was amazing. I don't have a word to describe this flight. Wow. C'était comment? Génial. Il n'y a pas de mots, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, donc forcément on ne sait pas, c'est une découverte et franchement... Tu peux le comparer à rien? C'est génial, les différentes expériences avec les modos. Ce qui est impressionnant, c'est surtout les jets que tu prends quand tu montes et quand tu es couché, là ça appuie fort. Bon, t'es content alors? Bon Michel, alors je vais te redire, incroyable, indescriptible. Voilà, faut le faire pour comprendre en fait. Tu peux pas décrire cette sensation. Tu peux pas la comparer à quelque chose. Et au final, je pensais que la lunaire et martienne c'était un peu pour rigoler, mais au final j'ai vachement adoré ça. C'était trop stylé. La lune au début comme c'est. Et là. Non, franchement, c'est incroyable. Génial. Je sais pas quoi dire de plus. Bah tu te demandes comment tu vas faire pour revenir? Exactement, et je crois qu'il y a une petite réduction sur la deuxième ou la troisième, non? C'est vrai ça? Ouais, je crois. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah, ouais, c'est bon à savoir, je vais enquêter. Non, et franchement... En plus, on a l'hypergravité aussi, c'est trop stylé. Bah, en fait, ils arrêtent pas de parler de l'absence de gravité, mais en fait, le x2 c'est vachement bien aussi. Hein. Carrément. Et genre, donc on a essayé après, donc à la fin, là, c'est comme ça. Là. Et enfin, tu peux pas vivre sur une planète à 2G. Bah non. Tu peux pas vivre. Ah non. Pas, oh, 1, 2, c'est presque pareil. Ah non. Allez. Non, enfin, franchement. Là, à un moment donné, justement, le professeur, là, il m'envoie une balle, tu vois. Donc je lâche la rambarde juste pour récupérer, tu vois, et là, mon genou, il fait... Ah ouais, non, c'est... Et puis même, la balle tombe 2 fois plus vite, c'est pas qu'elle est 2 fois plus lourde, elle tombe 2 fois plus vite. Ah ouais. Non, c'est difficile à anticiper en fait. Et là, notre instructeur, Franck. Ouais. Voilà. Franck. Ah, t'es plus beau sans masque. Je sais pas. Je me demande souvent... On a envoyé la balle. On a eu une équipe du tonnerre qui se sont super bien adaptés, super bien comportés. Pas de malade. J'ai entendu qu'il y a eu un malade quand même à bord. On a eu plusieurs malades à bord en fait. Je pense qu'on en a eu 4. Ce qui correspond finalement ce que tu disais hier, habituel.
heureusement pour eux, incommodés de manière transitoire. On n'a pas eu à déplorer quelqu'un qui aurait été malade pendant tout le vol, donc généralement les gens interrompent un peu leurs activités momentanément et puis reviennent aux activités et donc profitent quand même. Voilà. Mais en l'occurrence, chez les Jupitériens ou les Joviens, en tout cas les Jovio-Joviens, on a été très bon. On était parfait. Alors si vous voulez prendre une petite coupe, c'est pas mal. Les gens ont l'air contents. Oui, ils ont l'air. Bon, c'est rare, je pense, quand même, d'avoir des gens qui descendent de l'avion en faisant la gueule, non? C'est très rare. Plus jamais. Ce qui est sympa dans ces exercices, c'est qu'en général, les gens sont contents. Oh là là, je suis déçu, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de chiottes, on m'a demandé de faire des pompes. C'est quoi cette compagnie aérienne? Je mets un sur TripAdvisor. Et les gens peuvent voir l'avion? Alors, pour le fun, sachez que vous pouvez voir l'Airbus 0G sur Flight Radar, et comme la trajectoire change de couleur en fonction de l'altitude, vous pouvez même voir les paraboles. Là, Jean-François nous explique pourquoi son surnom d'astronaute c'est Billy Bob. Alors, est-ce que je vous le raconte, ou bien je vous laisse dire en commentaire que vous aimeriez bien qu'il vienne vous raconter lui-même ce genre d'anecdote ici sur la chaîne AstronoGeek? Une fois tout le monde remis de ses émotions, un déjeuner est prévu, suivi d'une petite conf de Jean-François qui nous raconte des anecdotes de ses vols spatiaux. Alors le certificat, c'est la photo de groupe au pied de l'avion, d'un côté, et puis le certificat qui dit Didier Soucher a flotté en apesanteur à bord de l'Airbus A310 R0G le 25 février 2022. Voilà. Donc c'est Didier. Il est là. Oui, bravo. Bon Sébastien, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Hein? Allez, ton point de vue d'instructeur là. Quelle note tu leur donnes? Alors écoutez, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, c'est moi qui vais faire la conférence de Jean-François aujourd'hui. Donc dans les 2 heures qui viennent, je vais vous parler de ma non-expérience spatiale. Moi je vous donne une note, on note sur combien Jean-François? Alors A. Moi je vous donne un A même, parce que vous avez été une super équipe. Alors j'ai surtout vu l'équipe martienne, évidemment. Mais je voudrais aussi remercier les Saturniens, qui manifestement n'ont pas commencé leur sieste. Je vais remercier les Joviens aussi, parce qu'on dit les Joviens, on ne dit pas les Jupitériens. Et on sent bien que les Joviens, dans leur tête, c'est un petit peu je viens et je reviens quand vous voulez. Bien sûr, il ne faut pas oublier ceux qui prennent toutes ces images. Donc, Nicolas, Laurent, Je voudrais les remercier moi aussi de me permettre d'utiliser leurs images dans ma vidéo, même si j'aurais préféré monter à bord, les tourner moi-même, hein, mais non, rien. Sur un vol de longue durée, c'est très important de faire votre sport quotidien tous les jours. C'est minimum 6 jours par semaine, mais Gennady Padalka, par exemple, il faisait tous les jours entre 2h et 2h30 de sport. Vous imaginez consacrer 2h ou 2h30 tous les jours à faire du sport? Bon, à la fin, il y en a qui sont venus comme Alexander Gerst, le vulcanologue allemand de la promo de Thomas Pesquet. Il est revenu plus musclé au retour qu'à l'aller. Bodybuilder, ouais. Bon. Maintenant, on va un peu aborder la question qui fâche. Mais avant, je voudrais juste faire une distinction entre cher et beaucoup d'argent. 50 balles, c'est pas beaucoup d'argent. Mais un stylo Bic à 50 balles, c'est cher. 50 000 balles, c'est beaucoup d'argent. Mais une villa avec piscine de 300 mètres carrés sur la Côte d'Azur à 50 000 balles, c'est pas cher. Cher ou pas cher, ça dépend pas de la somme que vous dépensez, ça dépend de ce que vous avez pour ce prix-là. Une place à bord de l'Airbus 0G de Novespace, c'est 6 000 € pour 2 heures de vol. Et 6 000 €, c'est beaucoup d'argent. Par contre, 6 000 € pour une pareille expérience, c'est pas cher. C'est quelque chose d'absolument unique, comparable à rien de ce que vous pouvez connaître sur Terre. C'est pas comme être immergé dans l'eau, c'est pas comme un saut en parachute, c'est vraiment comparable à rien. Évidemment, 6 000 balles, c'est une putain de somme.
Je vais évidemment pas vous dire quoi faire de votre argent et il est fort probable qu'on ait emplafonné les limites de la décence pour ceux d'entre vous qui ont les revenus les plus modestes. Néanmoins, je vous dirai ceci. Si jamais vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Ce ne sont pas des sensations fortes comme un grand 8 ou un saut en parachute, et ça fait pas peur. C'est radicalement différent et c'est vraiment, j'insiste, comparable à rien d'autre. Puis bon, en plus, l'argent sert à financer la recherche, alors c'est quand même un peu mieux qu'un simple caprice de riche. Et levez les yeux au ciel, soyez astronogeek. Et à la revoyure.